Donc, on va continuer avec la jambe. La jambe est la partie du membre inférieur entre les articulations du genou et de la cheville. Donc, à sa partie supérieure, les principales structures neurovasculaires passent de la cuisse à la jambe en traversant la fosse poplitée. Donc, toutes les structures passent en arrière. OK, parce que c'est l'arrière est beaucoup plus protégé qu'à l'avant. C'est pour ça que toutes les structures importantes vont être au niveau du creux poplité. Distalement, les structures passent de la jambe au pied à travers le canal tarsien. Donc, si on se réfère au schéma, donc ici, vous avez le creux poplité. Je vais agrandir pour qu'on voit ça un petit peu mieux. OK, c'est ce losange que vous voyez en orangé. OK, qui est la fosse poplitée. Ensuite, comme on a dit, ça c'est en proximal. Maintenant, en distal, vous avez une petite structure là. Donc, distalement, les structures passent de la jambe au pied à travers le canal tarsien qui se trouve à la face postéromédiale de l'articulation de la cheville. Et c'est pas toutes les structures. Les exceptions l'arrière, étant l'artère tibiale antérieure et les extrémités des nerfs fibulaires superficiels et profonds qui croisent la face antérieure de la cheville pour rejoindre l'avant-pied. Le squelette de la jambe comprend deux os parallèles, le tibia et la fibula. Donc, on a vu une espèce de vue globale. Donc, distalement, vous avez le fameux canal tarsien qu'on devra étudier de façon plus détaillée quand on verra le pied et la cheville. OK? Donc, toutes les structures vont passer par le canal tarsien, sauf deux ou en tout cas trois. OK, l'artère tibiale antérieure, que d'ailleurs on peut palper sur le dos du pied, on verra ça après, et les extrémités des nerfs fibulaires superficiels et profonds, qui sont les deux bifurcations du nerf fibulaire commun. Et on avait vu que la tête du nerf fibulaire commun donnait justement la perte de la dorsiflexion de la cheville avec une boiterie particulière qu'on appelle le stépage. Maintenant, commençons avec la fibula. La fibula, de taille beaucoup plus réduite que le tibia, est située à la face latérale de la jambe. Elle s'articule à sa partie supérieure avec la face inférieure du condyle latéral du tibia proximal, mais ne fait pas partie du genou. L'extrémité distale de la fibula est solidement amarrée au tibia par une articulation fibreuse. Elle forme la malléole latérale de l'articulation de la cheville. Okay? Le tibia, qui est un os porteur de la jambe, est plus volumineux que la fibula. Par sa partie supérieure, le tibia est plus volumineux que la fibula. Par sa partie supérieure, le tibia participe à la constitution du genou et par sa partie inférieure forme la malléole médiale et la partie osseuse articulaire de la cheville. La jambe est divisée, comme on le voit sur ce schéma-là, en trois compartiments. Le compartiment antérieur, on va retrouver tous les muscles extenseurs, OK? Un compartiment postérieur pour les muscles fléchisseurs. Donc, l'extension est aussi la dorsiflexion, si je ne me trompe pas. Postérieur, les muscles fléchisseurs. Latéral, les muscles fibulaires. OK? Et cette division en trois compartiments se fait par une membrane interosseuse, une membrane entre les deux os, qui s'attache au bord adjacent du tibia et de la fibula, presque, presque toutes, sur presque toute leur longueur, ok?
On voit ça ici. Deux symptômes entre les muscles, donc on va les appeler intermusculaires. Donc, deux symptômes intermusculaires entre la fibula et le fascia profond entourant la jambe. Donc, la partie bleue, on voit ici, c'est le fascia profond qui entoure la jambe. OK? Et on trouve donc les deux symptômes. Un ici, symptôme, comme c'est écrit, intermusculaire antérieur ici, et le symptôme intermusculaire postérieur. On a agrandi pour mieux voir. OK? Donc, vous voyez bien, là où c'est écrit symptôme intermusculaire antérieur, vous avez une première flèche qui arrive directement sur le symptôme intermusculaire antérieur et vous avez un petit truc avec angle droit qui descend et qui montre le symptôme intermusculaire postérieur. Et c'est ce qui va justement séparer la jambe en trois segments. OK? En trois compartiments qui sont les compartiments antérieur, postérieur et latéral. Ensuite, nous avons une fixation. Donc, ces trois compartiments, OK, sont séparés. Justement, ce qui sépare les trois compartiments. On avait dit que c'était la membrane interosseuse, deux symptômes intermusculaires qu'on vient de voir, et une fixation directe du fascia profond. OK, vous voyez le fascia profond? Donc, une fixation directe du fascia profond au périos des bords antérieurs et médial du tibia. Donc, je vais remettre ça comme c'était avant. Donc, vous voyez votre fascia profond, il arrive directement sur l'os. OK? Donc, ça, c'est le bord antérieur et ça, c'est le bord postérieur, euh, pardon, le bord médial du tibia. Les muscles dans les compartiments antérieurs de la jambe fléchissent dorsalement. Donc, flexion dorsale. OK, fléchissent dorsalement la cheville et portent le pied en inversion. C'est-à-dire que c'est quand vous essayez de porter la plante du pied en dedans, OK? Est-ce que les muscles du compartiment postérieur assurent la flexion plantaire de la cheville et la flexion des orteils et portent le pied en inversion. Les muscles du compartiment latéral portent le pied en éversion. En éversion, c'est le WAPC virer pied au là pour que la face palmaire regarde en dehors. Les nerfs principaux et les vaisseaux innervent, vascularisent au travers chacun de ces compartiments. OK? Donc, la répartition, on verra ça, mais la répartition, j'anticipe un peu, la répartition nerveuse de la jambe est un peu plus compliquée que celle de la cuisse. On avait vu que pour la cuisse, nous avions trois compartiments musculaires. Chacun de ces compartiments était innervé par son propre nerf. Le compartiment médial pour le nerf obturateur, le compartiment postérieur par le nerf sciatique et le compartiment antérieur par le nerf fémoral. OK? Pour la jambe, ça va être un petit peu plus compliqué. OK? Et on verra ça. Le squelette maintenant. La diaphyse. On va voir la diaphyse et l'extrémité distale du tibia parce qu'on avait vu l'extrémité proximale du tibia qui était compliquée avec toutes les attaches qu'on avait. Donc, la diaphyse du tibia, on a déjà vu ce genre de choses. On prend l'os et on le coupe et puis on regarde sa tranche de section. Et on se rend compte que la diaphyse du tibia a la coupe à trois bords, antérieur, interosseux et postérieur, et trois faces, médiale, latérale et postérieure, comme on le voit sur le schéma, ce schéma-là. OK? Les bords antérieurs et médial, ainsi que la totalité de la face antérieure sont sous-cutanés et faciles à palper. OK? Et on le voit bien sur l'autre schéma qu'on avait remarqué. Vous voyez,
la face médiale, OK, du tibia est entièrement sous-cutanée. Et c'est pour ça que le plus souvent, lorsque vous avez un choc qui frappe le tibia et le casse, ça fend aussi la peau et ça transforme cette fracture en une fracture ouverte. Donc, elle est entièrement, vous pouvez la palper. Le bord latéral au bord interosseux du tibia est amarré par la membrane interosseuse sur toute sa longueur au bord interosseux de la fibula. La surface postérieure est marquée par une crête oblique. OK, on voit la crête oblique ici. Voilà, en vue postérieure ici. Donc, on parle de la crête oblique. La surface postérieure est marquée par une crête oblique, qui est la ligne du muscle solaire. La ligne du muscle solaire descend obliquement du bord latéral. Le bord latéral, c'est le bord qui est à côté de la fibula. On voit bien qu'elle descend du bord latéral. OK? Et se termine au niveau du tiers supérieur du bord médial. De plus, une ligne verticale descend de la face postérieure du tibia partant du milieu de la ligne solaire. OK, c'est bien ça qu'on parle. Et qui est disparaissant au tiers inférieur du tibia. Là, on ne voit plus la ligne. La diaphyse, la diaphyse du tibia s'élargit à ses deux extrémités. On voit bien que ça s'élargit, que ce soit en avant ou bien en arrière. OK? Où est-ce que j'ai arrivé là? S'élargit à ses deux extrémités pour supporter le poids du corps au niveau du genou et de la cheville. La fibula n'est pas un os portant. L'extrémité distale du tibia a la forme d'une boîte rectangulaire. Donc, vous avez un schéma qui essaie de montrer la boîte ici. OK? Euh, donc, à la forme d'une boîte rectangulaire avec une protubérance osseuse à sa face médiale. OK? La malléole médiale. Donc, nous avons la malléole médiale. La partie supérieure de la boîte est en continuité avec la diaphyse du tibia. OK? Donc, la partie supérieure. 2 minutes. Donc, j'avais dit que la partie supérieure de la boîte est en continuité avec la diaphyse tibiale, alors que la partie inférieure avec la malléole médiale et un des os du torse. On appelle le talus. Donc, on est à ce niveau-là, la partie supérieure. Il est en continuité avec le talus. Attention aux faux amis. Le talus ne veut pas dire l'os du talon. Le talus veut dire l'os qui a la forme d'une petite colline qu'on appelle un talus. OK? Et cette partie-là, OK? Et ces parties-là forment la plus grande partie de l'articulation de la cheville. On est du côté tibial. La partie postérieure de l'extrémité distale du tibia, en forme de boîte, est marquée par un sillon vertical qui se continue sur la partie postérieure de la malléole médiale. La surface latérale de l'extrémité distale du tibia est occupée par une dépression triangulaire profonde, l'incisure fibulaire, qu'on voit ici. Laissez-moi agrandir pour qu'on la voit. OK? Ensuite, donc on continue.
Le sillon est occupé par le tendon du tibial postérieur. La face latérale de l'extrémité distale du tibia est occupée par une dépression triangulaire profonde, l'incision fibulaire, articulée à la tête renflée distale de la fibula. Donc, on ne la voit pas très bien, c'est ici qu'on voit un petit peu l'incision fibulaire. OK? Et on continue avec les articulations. Donc, et la membrane interosseuse de la jambe. La membrane interosseuse de la jambe est fibreuse ici, et épaisse. Elle comble l'espace entre le tibia et la fibula. Les fibres conjonctives descendent obliquement du bord latéral du tibia. Donc, on a ici les fibres qui descendent du bord latéral du tibia au bord interosseux de la fibula, à l'exception de la partie haute et de la membrane, à l'exception de la partie haute de la membrane où une bande fibreuse monte du tibia à la fibula. Donc, on a la bande fibreuse qui monte cette bande-là qui monte du tibia à la fibula. Il y a deux ouvertures de la membrane interosseuse. L'un à son sommet, l'autre à sa partie inférieure pour le passage des vaisseaux qui vont du compartiment antérieur au compartiment postérieur de la jambe. La membrane interosseuse non seulement unit le tibia et la fibula ensemble, mais aussi fournit une surface d'insertion à de nombreux muscles. Les extrémités distales de la fibula et du tibia sont solidarisées par la partie inférieure de la membrane interosseuse. Donc, elle joue un rôle dans la tâche de la fibula avec le tibia. Cette expansion de la membrane interosseuse est renforcée par des ligaments tibiofibulaires, antérieurs et postérieurs. Le solide amarrage, oh, il y a quelqu'un qui a laissé son micro ouvert. Le solide amarrage des extrémités distales du tibia et la fibula est essentiel pour assurer la fonction de l'articulation du pied de la cheville, au niveau de la cheville. C'est-à-dire que il faut que ce soit solide, il ne faut pas le wap marcher sous pied. L'articulation ne doit pas s'ouvrir. OK? On continue. Donc, maintenant, on va voir, on a fini avec les membranes interosseuses et on va voir le compartiment postérieur de la jambe. OK? Les muscles du compartiment postérieur de la jambe, fléchisseurs, sont séparés en deux groupes superficiels et profonds. OK? Globalement, ces muscles assurent la flexion plantaire, l'inversion du pied. Vous voyez, ici, c'est bien l'inversion du pied. Vous voyez que le pied, on essaie de faire que la paume de la plante du pied, la face plantaire, OK, regarde en dedans. Donc, ces muscles assurent la flexion plantaire, l'inversion du pied et la flexion des orteils. Tous sont innervés par le nerf tibial. Ça, c'est pour le groupe, le compartiment postérieur de la jambe. Et on a dit qu'il y avait deux plans, le plan profond et le plan superficiel. Donc, on commence avec le groupe superficiel. Les muscles du groupe superficiel du compartiment postérieur de la jambe sont au nombre de trois. Le gastrocnémien, le plantaire et le solaire. OK? Donc ici, on voit le gastrocnémien. Tout s'insère au niveau du talon sur le calcaneus. Et c'est le calcaneus qui est l'os du talon et assure la flexion plantaire du pied de la cheville. Formant une unité fonctionnelle, ces muscles volumineux et puissants propulsent le corps en avant durant la marche, la dernière phase de la marche, OK, du côté de l'appui. Ils peuvent élever
le corps sur la pointe des pieds durant la station verticale. Deux de ces muscles, le muscle gastrocnémien et le muscle plantaire, s'insèrent sur l'extrémité distale du fémur et peuvent aussi fléchir le genou. OK? Et maintenant, on va voir le muscle gastrocnémien un petit peu plus en détail. Le muscle gastrocnémien, le plus superficiel des muscles du compartiment postérieur, donc on parle de ce muscle-là qui a été coupé pour qu'on voit le plan profond. Donc, le muscle gastrocnémien, le plus superficiel des muscles du compartiment postérieur de la jambe, est l'un des plus gros muscles de la jambe. C'est le cap fait cocoyer. Il est constitué par deux chefs, un latéral et un médial. Le chef médial est attaché sur une surface rugueuse à la face postérieure du fémur. Donc, on va agrandir pour le voir un petit peu mieux. Le chef médial. OK? Donc, on voit le chef médial. Le chef médial est attaché à une surface rugueuse à la face postérieure du fémur distal, juste en arrière du tubercule de l'adducteur et au-dessus de la surface articulaire du condyle médial. Puisque le chef latéral, il naît d'une facette distincte sur la partie la plus élevée du condyle fémoral latéral où se termine la ligne supracondylaire latérale. Au genou, le bord de ces deux chefs qui se font face forme les limites latérales et médiales de la partie inférieure de la fosse poplitée. OK, donc nous avons notre fosse poplitée en haut. Je vais retirer l'arrondissement pour donc la fosse poplitée en haut. Donc ce sont les limites latérales et médiales de la partie inférieure de la fosse poplitée. On se rappelle, la fosse poplitée, elle était losangique. Donc les limites des bords inférieurs, OK, que ce soit médial ou latéral, OK, médial ou latéral, OK, forment les limites inférieures. À la partie haute de la jambe, ces deux chefs vont fusionner ici, OK, pour former un corps musculaire unique, allongé, formant la partie renflée de la jambe, communément appelée le mollet. Donc, ça, nous est en créole cocoïa. Dans la partie la plus basse de la jambe, les fibres musculaires du gastrocnémien convergent avec celles plus profondes du muscle solaire pour former le tendon calcanéen qu'on voit ici. Le tendon calcanéen. Il s'attache au calcaneus au niveau du talon. Le gastrocnémien assure la flexion plantaire du pied au niveau de la cheville et peut aussi fléchir la jambe au niveau du genou, vu qu'il s'attache aussi au niveau du fémur. Il est innervé par le nerf tibial. Alors, c'est ce muscle-là qui permet, il est très puissant parce qu'il permet de soulever le corps et de le mettre sur la pointe des pieds. OK? L'autre plan, l'autre muscle qu'on a, c'est le plantaire qui est un tout petit muscle, c'est un tout petit nerf, pardon, qui est un tout petit muscle. OK, on le montre là, vous avez le tendon en haut. OK, vous le voyez en haut, c'est un muscle charnu et puis qui a son tendon, donc je retire. Donc ce petit muscle-là, vous avez ce tendon. OK? Donc, le muscle plantaire a un petit corps musculaire prolongé par un long tendon-mèche qui descend à travers la jambe et rejoint le tendon calcanéen. Ici. Le muscle a son origine supérieure à la partie supérieure de la crête supracondylaire latérale du fémur, c'est pour ça qu'il participe à la flexion du genou, et sur le ligament poplité oblique de l'articulation du genou. Le court corps musculaire en forme de fuseau descend en dedans et en avant du chef latéral du gastrocnémien. Il forme un tendon mince qui passe entre le gastrocnémien et le solaire. OK? Le tendon fusionne parfois avec le tendon calcanéen près de son insertion sur le calcaneus. Le muscle plantaire
contribue à la flexion plantaire du pied au niveau de la cheville et à la flexion de la jambe au niveau du genou. Il est innervé par le nerf tibial. Le muscle solaire maintenant, donc on va dans le plan profond, est un large muscle plat situé sur le gastrocnêmien. Il s'attache par son extrémité proximale au tibia et à la fibula. Je vais agrandir pour qu'on puisse voir les deux attaches. OK? Donc, il s'attache à son extrémité proximale au tibia et à la fibula. Dès que j'agrandis, je ne peux pas montrer parce que le petit point rouge curseur ne marche plus à ce moment-là. Et a un ligament tendineux tendu entre les deux insertions tibiales et fibulaires et ça forme ce qu'on appelle l'arcade tendineuse du muscle solaire. OK? Donc, on voit bien l'arcade tendineuse. Si je retire l'agrandissement, on le voit ici, l'arcade tendineuse. Donc, il a un ligament tendineux tendu entre deux insertions tibiales et fibulaires, arcade tendineuse. OK, du muscle solaire. Sur l'extrémité proximale de la fibula, le solaire prend naissance à la partie postérieure de la tête et à la partie voisine du col et à la partie haute de la diaphyse. Sur le tibia, le solaire s'insère sur la ligne du muscle solaire qu'on avait vu, on avait vu sur la face postérieure. OK? Et le muscle solaire et le bord osseux médial adjacent. Les vaisseaux poplités, je vais agrandir pour mieux les voir, puisqu'on avait vu les vaisseaux. Les vaisseaux poplités, donc en rouge et en jaune pour le nerf. Les vaisseaux poplités de nerf tibial passent de la fausse poplité au compartiment postérieur de la jambe en croisant en avant l'arcade tendineuse du muscle solaire. À sa partie inférieure, le muscle solaire diminue de taille et rejoint le tendon calcanéen pour s'attacher au calcaneus. Le muscle solaire avec le muscle gastrocnémien et le muscle plantaire assure la flexion plantaire du pied au niveau de la cheville. Il est innervé aussi par le nerf tibial. OK? Et on retrouve ces trois muscles-là dans le fameux tableau que l'on donne toujours. OK? Donc, vous avez le gastrocnémien, le plantaire et en profondeur le muscle solaire. En clinique, vous avez une rupture du tendon d'Achille, OK, qui est souvent liée à un traumatisme direct violent. Ce type de traumatisme survient fréquemment au niveau du tendon. Le tendon normal est sain. Cependant, certaines conditions favorisent une rupture du tendon. Parmi celles-ci, la tendinopathie due à une surcharge fonctionnelle ou à l'âge, et que l'homme en hormone, ou à de précédentes interventions sur le tendon telles que des injections médicamenteuses et l'utilisation de certains antibiotiques du groupe des quinolones. Le diagnostic est habituellement facile, la palpation révèle la rupture du tendon. Donc ça, c'est le tendon qu'on a commencé à recoller. Okay. Maintenant, le groupe profond, on avait vu le groupe superficiel. Le groupe superficiel avait avait trois muscles et ça faisait deux plans. Maintenant, le muscle groupe profond, on avait vu que le groupe superficiel, ça servait plutôt essentiellement à faire la flexion plantaire et du pied, ainsi permettant ainsi de se mettre sur la pointe des pieds. Maintenant, le groupe profond, il y a quatre muscles profonds dans le compartiment postérieur de la jambe, le muscle poplité, le muscle long fléchisseur de la nuque et le muscle fléchisseur des orteils. Et le muscle tibial postérieur, on va le voir sur le tableau. Donc, on va voir la même disposition en avant, quatre muscles. OK? Le muscle poplité, on va voir pas ici, mais ce sont les trois derniers qui nous intéressent. Le muscle long fléchisseur de la nuque. Donc, vous allez avoir un muscle spécialement pour la nuque. Ensuite, le muscle long fléchisseur des orteils, donc un muscle pour tous les autres orteils. Et le muscle tibial postérieur, un muscle qui va agir sur la cheville. OK? Donc, le muscle poplité agit sur le genou, les autres sur le pied. Le muscle poplité
Jusqu'à présent, on se bat sur son action. C'est ici, on voit le muscle poplité. Le muscle poplité est le plus petit et le plus haut des muscles de ce groupe. Il déverrouille le genou en extension au début de la flexion et stabilise le genou en s'opposant à la rotation latérale externe, la latérale, ça veut dire externe du tibia sous le fémur. Il est plat et triangulaire. Il forme une partie du plancher de la fosse poplitée, on se rappelle qu'il est losangique. OK? Le muscle poplité s'insère sur la surface triangulaire au-dessus, pardon, de la ligne du solaire et à la face postérieure du tibia. Le muscle poplité monte latéralement et croise la partie la plus basse du genou et forme un tendon qui pénètre dans la capsule fibreuse du genou. Le tendon continue à monter autour de l'articulation, il passe entre le ménisque latéral et la capsule et rejoint un sillon situé dans la partie inférieure latérale du condyle fémoral latéral. Il s'insère dans une dépression située à l'extrémité antérieure du sillon en position debout. En position debout, la contraction du poplité provoque la rotation externe, elle est minime, la rotation externe du fémur sur le tibia fixé et déverrouille le genou. Le muscle poplité est innervé par le nerf tibial. Comme par hasard, jusqu'à présent, tous les muscles de la loge postérieure sont innervés par le nerf tibial. On a fini pour le muscle spécifique au genou. Maintenant, on va voir le muscle fléchisseur de la luxe. On se rappelle, pour les trois derniers muscles, on va avoir un pour le gros orteil, un pour les quatre doigts et un qui va agir sur la cheville. Le muscle long fléchisseur de la luxe vient du côté latéral du compartiment postérieur de la jambe. Je vais retirer l'agrandissement pour qu'on puisse mieux le voir. Donc, le muscle long fléchisseur de la luxe, si on est un long fléchisseur, c'est sûr qu'il va y avoir quelque part un court fléchisseur. Donc, le muscle long fléchisseur de la luxe vient du côté latéral du compartiment postérieur de la jambe et s'insère à la face plantaire. On est à ce niveau-là. On est à ce niveau-là et s'insère à la face plantaire de la luxe sur le côté médial du pied. Il naît principalement des deux tiers inférieurs de la face postérieure de la fibula et de la partie adjacente de la membrane interosseuse. Les fibres musculaires du long fléchisseur de la luxe convergent vers le bas pour former un tendon semblable à un cordon qui passe derrière l'extrémité distale du tibia et glisse dans le sillon distinct à la face postérieure de l'os du tarse voisin, qui est le talus. OK? Le tendon décrit une courbe en avant, d'abord sous le talus, puis sous une saillie. Donc, on voit bien la courbe ici, okay, au niveau du talus. Ensuite, sous une saillie du calcaneus, le substantatulum tali, qu'on verra avec le pied. Il continue sa course à la plante du pied pour se fixer à la face inférieure de la base de la phalange distale de la luxe. Le long fléchisseur de la luxe fléchit la luxe. Il est particulièrement actif durant la marche ou la course en permettant l'élévation de la pointe du pied. Quand le corps est propulsé en avant, la luxe est le dernier élément du pied à quitter le sol. Il peut aussi contribuer à la flexion plantaire du pied au niveau de la cheville. Il est énervé par le nerf tibial. Ensuite, on a le muscle fléchisseur des orteils. Bon, ça paraît long parce que ce que je ne faisais pas pour les cours en présentiel, je le fais pour les cours en ligne. OK? Le muscle long fléchisseur des orteils. Le muscle long fléchisseur des orteils naît du côté médial du compartiment postérieur de la jambe et s'insère sur les quatre orteils latéraux. Donc, c'est bien le muscle pour les quatre orteils. J'espère qu'il n'y a pas toute personne qui sont en train de dormir. Il vient principalement du côté médial de la face postérieure du tibia au-dessous de la ligne solaire. Le long fléchisseur des orteils descend dans la jambe et forme un tendon qui croise en arrière le tendon du muscle tibial postérieur. OK?
près de la cheville. Le tendon continue et passe dans un sillon peu profond du pied, derrière la malléole médiale et se dirige vers la plante du pied. Il croise par-dessous le tendon du fléchisseur de la nuque pour atteindre le bord médial du pied et se diviser, à ce moment-là, ici, on est ici, et se diviser en quatre tendons qui s'insèrent sur la surface plantaire des bases des phalanges distales des deuxième à cinquième orteils. Le muscle long fléchisseur des orteils fléchit les quatre orteils latéraux. Pendant la marche, les orteils fléchis prennent appui sur le sol, donc comme il y a, ils vont s'agripper au sol, ok, pour projeter le corps en avant. Lors de la dernière phase de la partie du pied qui est fixée au sol, il est innervé par le nerf tibial. Et enfin, le dernier muscle. Le nerf tibial postérieur s'insère sur la membrane interosseuse et les surfaces osseuses avoisinantes du tibia et de la fibula. Il siège entre les muscles long fléchisseurs de la luxe et long fléchisseur des orteils. Près de la cheville, le tendon du tibial postérieur est croisé superficiellement par le tendon long fléchisseur des orteils et est situé médialement dans le sillon du bord postérieur de la malléole médiale. Donc, c'est ce schéma-là qu'on est en train de lire. Le tendon s'oriente en avant sous la malléole médiale et entre dans le bord médial du pied et tourne autour du bord médial du pied. Il s'insère aux faces plantaires de l'os médial du torse, principalement à la tubérosité de l'os naviculaire et à la région voisine du cunéiforme médial. Le muscle tibial postérieur porte le pied en inversion et assure la flexion plantaire. Il maintient l'arche médiale du pied et ça, dans tout ce que vous avez lu, ça c'est la phrase la plus importante, il maintient l'arche médiale du pied durant la marche. Il est innervé par le nerf tibial. C'est pour cela que vous avez une arche plantaire. Je sais que c'est compliqué. En clinique, l'examen neurologique des membres inférieurs, ok? Bon, ça, je ne vais pas le lire parce que c'est pas réellement dans le programme. Ok? Là, on retrouve le tableau avec tous les muscles et vous voyez, l'innervation se fait par le nerf tibial. OK? Donc, le poplité stabilise le genou. Le long fléchisseur de l'una, il fléchit la luxe. Le long fléchisseur des orteils, il fléchit les quatre orteils latéraux et le tibial postérieur. OK? Innerve et flexion plantaire, maintient l'arche plantaire pendant la marche. Donc, il s'occupe du pied. Un muscle pour le gros orteil, un muscle pour les quatre derniers orteils et un muscle pour le pied. Les artères, nous sommes toujours dans la loge postérieure. Hein? Les artères, nous avons l'artère poplitée, qui est la principale artère de la jambe et du pied. Elle entre dans le compartiment postérieur de la jambe, venant de la fosse poplitée derrière le genou. Et on peut la palper. L'artère poplitée passe dans le compartiment postérieur de la jambe, entre les muscles gastrocnémiens et poplités. Vous avez ça là, je vais monter pour qu'on puisse mieux voir. OK? Donc, vous avez votre artère poplitée, qui va sortir du creux poplité et va passer entre les deux, entre les muscles gastrocnémiens et poplités. Puis l'artère passe sous l'arcade tendineuse du muscle solaire. On se rappelle que le muscle solaire, il envoie deux extensions pour s'attacher, un sur le tibia, l'autre sur la fibula. OK, tendu entre les extrémités tibiales et fibulaires de ce dernier pour entrer dans la région profonde du compartiment postérieur de la jambe. Après avoir franchi l'arcade solaire, l'artère poplitée se divise en une artère tibiale antérieure et une artère tibiale postérieure. Ces artères jambières importantes assurent la vascularisation des muscles gastrocnémiens solaires et poplités. De plus, l'artère poplitée donne des branches qui participent au réseau périarticulaire du genou. OK? Le problème, c'est que tout est en arrière, parce que ça sort
du creux poplité, c'est en arrière. Maintenant, comment est-ce qu'on va avoir des artères et où elles vont passer pour irriguer la partie antérieure, puisque on se rappelle, on avait dit qu'on avait une artère tibiale antérieure. Donc, c'est maintenant qu'on va la voir. L'artère tibiale antérieure se porte en avant et traverse l'ouverture située à la partie haute de la membrane interosseuse. On se rappelle, la membrane interosseuse, elle avait deux, deux trous. Maintenant, on sait à quoi servent ces deux trous. OK? Voilà. On avait un orifice pour les vaisseaux tibiaux antérieurs, donc ils deviennent antérieurs parce qu'ils sont, et vous avez un deuxième. Donc déjà, on sait le premier orifice, qu'est-ce qui passe là-dedans. OK? On retourne à notre artère tibiale antérieure. OK? Donc, elle se prolonge plus bas sur le dos du pied. OK? Mais là, on est en vue postérieure, donc on ne voit pas, il n'y a pas de schéma pour ça pour l'instant. OK? Tandis que l'artère tibiale postérieure, donc on se rappelle, on était à l'artère poplitée qui va se diviser, OK, euh, en une artère tibiale antérieure, une artère tibiale postérieure et un réseau autour du genou. OK? Donc, on a fini avec l'artère tibiale antérieure, l'artère tibiale postérieure et on a le schéma qui le montre pour l'instant. L'artère tibiale antérieure, on va la voir lorsqu'on verra le groupe antérieur. L'artère tibiale postérieure, on est toujours en postérieur, dans le groupe musculaire postérieur, la loge postérieure. L'artère tibiale postérieure vascularise les compartiments postérieur et latéral du pied, OK, et se prolonge jusqu'à la plante du pied. Bon, on voit le schéma. Elle va irriguer à la fois la partie postérieure de la jambe et la partie latérale de la jambe. Donc, c'est pour cela que cette artère tibiale postérieure, si vous regardez le schéma, elle va se diviser en deux. Alors, l'artère poplitée va se diviser en deux après, OK? Après l'artère tibiale antérieure, cette artère poplitée va se diviser en deux. Un qui va du côté fibulaire, pour la loge fibulaire, qui est l'artère fibulaire, et un qui reste en postérieur et qui va constituer l'artère tibiale postérieure. OK? Donc, je recommence. L'artère tibiale postérieure vascularise les compartiments postérieur et latéral de la jambe. Donc, postérieur, ce sera par l'artère tibiale proprement dite, et se prolonge jusqu'à la plante du pied. L'artère tibiale postérieure descend à travers la loge profonde du compartiment postérieur de la jambe sur les faces superficielles des muscles tibiales postérieurs et long fléchisseur des orteils. Donc, c'est dans la, cette artère-là se trouve euh, plus profond que les muscles superficiels qui étaient gastrocnémiens et solaires. Donc, elle passe à travers le canal tarsien, derrière la malléole médiale, puis pénètre dans la plante du pied. On se rappelle, c'était tout qui passe vers le canal tarsien, sauf, on vient de voir, et on va la revoir, l'artère tibiale antérieure, et les branches terminales des fibulaires. OK. Donc, à la jambe, l'artère tibiale postérieure vascularise les muscles voisins et l'os et donne naissance à deux branches majeures. L'artère circonflexe fibulaire, donc déjà le nom circonflexe, celui qui fait le tour de la fibula, et l'artère fibulaire que j'avais montré après. Donc, maintenant, faut un livre là, vous parler de deux artères ça. Donc, l'artère circonflexe fibulaire passe latéralement à travers le muscle solaire, pardon, et entoure le col de la fibula pour se connecter avec le réseau artériel périarticulaire du genou. Et l'artère fibulaire a un trajet parallèle à l'artère tibiale postérieure, mais descend le long du bord latéral du compartiment postérieur adjacent à la tête médiale de la face postérieure de la fibula, qui sépare les insertions des muscles tibiales postérieurs et long fléchisseur de la luxe. L'artère fibulaire vascularise les muscles
adjacent et l'os du compartiment postérieur de la jambe. Elle a aussi des branches qui se dirigent latéralement à travers le septum intermusculaire pour irriguer les muscles fibulaires du compartiment latéral de la jambe. OK? Donc, il n'y a pas, on le verra, il n'y a pas d'artère propre pour les muscles fibulaires du compartiment latéral de la jambe. C'est pour ça que j'avais dit que c'était un petit peu plus compliqué au niveau de la jambe. Nous avons trois compartiments. On a déjà vu que le compartiment antérieur est irrigué par l'artère tibiale antérieure. Le compartiment postérieur, en fin de compte, est irrigué par les deux artères, l'artère tibiale postérieure et l'artère fibulaire. OK? Et cette artère fibulaire va envoyer des branches pour le compartiment fibulaire, le compartiment latéral de la jambe, qui, lui, n'aura pas une artère propre. Voilà, on voit les branches qui perforent la membrane interosseuse pour entrer dans le compartiment latéral. OK? Donc, une artère perforante qui tenait de l'artère fibulaire distale à la jambe va passer en avant à travers l'ouverture inférieure de la branche interosseuse pour s'anastomoser avec une branche de l'artère tibiale antérieure. Donc, l'artère fibulaire passe derrière la jonction des extrémités du tibial et de la fibula et se termine à la face latérale du calcaneus dans un réseau anastomotique. Donc, maintenant, on sait à quoi servent les deux orifices que l'on trouve au niveau de la membrane interosseuse. Une au-dessus, c'est pour le passage de l'artère tibiale antérieure, et une en arrière pour le passage d'une artère perforante qui naît de l'artère fibulaire et qui va venir s'anastomoser avec l'artère tibiale antérieure. Donc, les veines profondes du compartiment postérieur sont généralement satellites des artères. On se rappelle, les veines profondes donnaient comme pathologie, OK, le thrombus, OK, des veines profondes et qui pouvaient se compliquer. Donc, c'est un caillot qui se formait au niveau des veines profondes et qui pouvait se compliquer d'une embolie pulmonaire. OK? Donc, on a fini. Non, on n'a pas encore fini parce qu'il faut voir l'innervation maintenant. Donc, on est toujours au niveau de la loge postérieure. Maintenant, on va voir les nerfs. OK? Nous avons le nerf tibial. Nous avons le nerf tibial et le nerf cutané sural médial et le nerf calcanien médial. Bon, on va voir ces nerfs. Donc, le nerf tibial, nerf du compartiment postérieur de la jambe, on a vu que tous les muscles de la région postérieure étaient innervés par le nerf tibial. Donc, c'est le nerf du compartiment postérieur de la jambe et le nerf tibial, rameau majeur du nerf sciatique. On se rappelle, le nerf sciatique se divisait en deux parties, le nerf tibial et le nerf fibulaire commun. Donc, le nerf tibial, c'est le nerf du compartiment postérieur de la jambe et c'est le rameau majeur du nerf sciatique. Il descend dans le compartiment postérieur venant de la fosse poplitée. Le nerf tibial va donc passer sur l'arcade tendineuse, former des chefs tibiales et fibulaires du muscle solaire. Il va accompagner l'artère tibiale. OK? Et puis, l'artère poplitée, pardon, qui va se séparer en deux. Et puis verticalement de la région profonde du compartiment postérieur de la jambe sur la surface du muscle tibial postérieur avec les vaisseaux tibio-postérieurs. Le nerf tibial postérieur va quitter le compartiment postérieur de la jambe de la cheville à travers le canal tarsien derrière la malléole médiane. Il pénètre dans le pied pour innerver la plupart des muscles intrinsèques et la peau à la jambe. Donc, le nerf tibial va donner des rameaux qui innervent tous les muscles, on a vu, du compartiment postérieur de la jambe. Deux rameaux cutanés, autrement dit, pour la sensation au niveau de la peau, le nerf cutané sural médial et le nerf cutané médial. Les rameaux du nerf tibial qui innervent le groupe superficiel des muscles du compartiment postérieur et le muscle poplité du groupe profond naissent haut à la jambe entre les deux chefs
du muscle gastrocnémien près de la région distale de la fosse poplitée. Les rameaux innervent les muscles gastrocnémiens, plantaires, solaires et plus profondément le muscle poplité. Les rameaux destinés aux muscles profonds du compartiment postérieur naissent du nerf tibial à la face antérieure du solaire, à la moitié supérieure de la jambe et innervent les muscles tibial postérieurs, long fléchisseur de l'hallux et le long fléchisseur des orteils. Bon, ça, pour ça, vous avez vu dans le schéma, vous retenez que tous les muscles sont innervés par le nerf tibial postérieur. OK? Bon, là, on lit. Je lis pour vous les petits détails, mais vous devez connaître le plus important. Que le nerf cutané sural médial naît entre les deux chefs du muscle gastrocnémien et traverse le fascia profond au milieu de la jambe. Il chemine superficiellement. OK? On se rappelle, c'est le nerf cutané sural médial. Donc, c'est un nerf qui va au niveau de la peau. OK? Donc, il chemine superficiellement sur le corps du muscle gastrocnémien qui n'hydère pas, puis traverse le fascia profond où il est rejoint par un rameau communicant venu du nerf fibulaire commun. Il contourne la malléole latérale et rejoint le pied. Le nerf sural innerve la peau de la partie la plus basse de la face postérieure-latérale de la jambe et le bord latéral du pied et du petit orteil, en devenant le nerf cutané dorsal latéral du pied pour avoir contourné la pointe de la malléole latérale. Compliqué. OK? Et vous avez le nerf calcanéen médial, qui est souvent multiple. Il est bas du nerf tibial près de la cheville et traverse sur le bord médial du talon. Le nerf calcanéen médial innerve les teguments de la face médiale et de la face plantaire du talon. Donc, notion à retenir. OK? L'innervation de la peau est donnée par le nerf tibial. OK? Et on voit, alors qu'il y avait artère tibiale antérieure, artère tibiale postérieure, il n'y a que le nerf tibial. OK? OK? Et il va s'assurer donc de l'innervation du pied. OK? Et l'innervation des muscles de la région postérieure. On a fini avec la partie postérieure. Maintenant, on va voir le compartiment latéral de, de la jambe. OK? On va voir, on commence par les muscles. Le compartiment latéral de la jambe comprend deux muscles. Le muscle long fibulaire, et comme il y a un long fibulaire, et le muscle court fibulaire. Et on va les voir sur le tableau. Les deux éversent, donc ils portent la plante du pied en dehors. Les deux éversent le pied, OK? Donc tournent la plante du pied en dehors et sont innervés par le nerf fibulaire superficiel, rameau du nerf fibulaire commun. OK? Donc, le muscle long fibulaire siège dans le compartiment latéral de la jambe. Son tendon va croiser, référence au schéma, son tendon va croiser la face inférieure du pied pour s'insérer sur le bord médial. Il naît à la fois de la partie haute de la face latérale de la fibula, de la face antérieure de la tête de la fibula et, OK, attendez, et de la région voisine du condyle tibial latéral. Le nerf fibulaire commun se porte en avant autour du col de la fibula. OK? Entre les insertions du muscle long fibulaire sur la tête de la fibula. OK? Plus bas, le long fibulaire descend pour former un tendon qui, successivement, passe en arrière de la malléole latérale, le sillon peu profond, se dirige en avant et entre dans le bord latéral du pied, descend obliquement sur le bord latéral du pied où il s'incurve sous un tubercule. OK? Au niveau du calcaneus. Il rejoint un sillon profond situé à la face inférieure du cuboïde, croise obliquement la plante du pied pour aller se fixer sur les faces inférieures des os du bord médial du pied, bord latéral de la base du poignet métatarsien et extrémité distale du deuxième cunéiforme. Bon, vous le voyez sur le schéma, c'est assez compliqué. Le long fibulaire éverse, ça c'est ce qu'il faut retenir, le pied et assure la flexion plantaire. OK? Les muscles long fibulaires, tibial antérieur et tibial postérieur, qui tous s'insèrent à la face inférieure du squelette au bord médial du pied, agissent ensemble comme des suspenseurs
des arches du pied. Phrase très importante. Les muscles longs fibulaires, tibial antérieur et tibial postérieur, on a vu que le muscle tibial postérieur. Donc, les muscles longs fibulaires, tibial antérieur et tibial postérieur, qui tous s'insèrent à la face inférieure du squelette du bord médial du pied, agissent ensemble comme suspenseurs des arches plantaires. Le long fibulaire agit principalement sur les arches latérales qui sont moins prononcées et transverses du pied. OK? On se rappelle quand on avait vu dans la vue globale que le pied avait trois arches, une arche longitudinale et puis deux arches longitudinales et une arche transversale. OK? Le long fibulaire est innervé par le nerf fibulaire superficiel. Ensuite, après le long, vous avez le court fibulaire. Le court fibulaire est situé sous le long fibulaire à la jambe. Il s'insère aux deux tiers inférieurs de la face latérale de la fibula. Le tendon court fibulaire passe derrière les malléoles latérales avec le tendon du muscle long fibulaire, puis se dirige en avant à la face latérale du calcanéus et va se terminer sur une tubérosité à la face latérale de la base du cinquième métatarsien. Le long fibulaire participe à l'éversion du pied. Il est innervé par le nerf fibulaire superficiel. Donc, dans tout ça, vous devez retenir les muscles qui participent aux arches plantaires, les muscles qui font l'éversion, les muscles qui font l'inversion, les muscles qui font la flexion palmaire et la flexion plantaire, pardon, et la flexion dorsale. OK? Et tous par le nerf fibulaire superficiel. Donc, lorsque le nerf fibulaire commun, qui, je rappelle, va contourner le col de la fibula et peut être atteint automatiquement, ok? Tous ces muscles qui sont innervés par le fibulaire, les branches terminales du nerf fibulaire commun, ne vont pas pouvoir marcher. Et maintenant, vous pouvez expliquer comment se fait le stépage, quels sont les muscles qui ne peuvent pas marcher, qui ne fonctionnent plus lorsque ce nerf est atteint, et il va vous donner le stépage. Donc, vous devez retenir ça pour comprendre, pour expliquer en détail le stépage. Je le répète encore. Tout ce qu'on vient de voir doit vous permettre de vous expliquer comment se fait l'arche médiale du pied au niveau des muscles, parce qu'on va voir aussi qu'il y a des ligaments et la forme des os. OK, donc comment l'arche médiale se fait? Quels sont les muscles qui vont permettre à cette arche médiale de se faire? L'arche latérale, quels sont les muscles? L'arche transverse, quels sont ces muscles et pourquoi? OK, ce qu'on vient de voir, ça doit vous expliquer aussi du côté fibulaire, OK, quels sont les muscles qui sont innervés par le côté, dans la loge fibulaire et expliquer comment le stépage se fait par l'atteinte de ces muscles. On va voir les artères maintenant. Artères importantes. On se rappelle, aucune artère importante ne traverse verticalement le compartiment latéral de la jambe. Il n'y a pas une artère pour le compartiment latéral de la jambe. Ce dernier est vascularisé par des branches, on les appelle des branches perforantes, par des branches venues principalement de l'artère fibulaire du compartiment postérieur. Bien qu'elle s'appelle artère fibulaire, elle fait partie du compartiment postérieur. Je le retiens parce qu'il n'y a pas d'artère pour le compartiment latéral, le compartiment fibulaire de la jambe. Donc, ce compartiment fibulaire, est vascularisé par des branches venues principalement de l'artère fibulaire du compartiment postérieur de la jambe, pénétrant dans le compartiment latéral. Pour les veines, ça nous intéresse, puisqu'elles vont être responsables d'une pathologie qu'on a déjà vue. Les veines profondes, on se rappelle, les veines profondes ont une pathologie, les veines superficielles ont une autre pathologie. La pathologie des veines superficielles, ce sont justement les varices. Les veines profondes sont en général satellites des artères. OK? Maintenant, le nerf. On a vu l'artère et les nerfs. Le nerf fibulaire superficiel, donc le nerf fibulaire superficiel du compartiment latéral. Donc, le nerf du compartiment latéral est un nerf et le nerf fibulaire superficiel. Alors qu'il n'y a pas des artères, il y a un nerf. Ce nerf est l'un des deux rameaux terminaux du nerf fibulaire commun
qui pénètre dans le compartiment latéral venant de la fosse poplitée. Le fibulaire commun, rameau terminal du nerf sciatique, naît dans le compartiment postérieur de la cuisse ou dans la fosse poplitée. Il suit le bord médial du tendon du biceps fémoral, puis passe au-dessus du chef latéral du gastrocnémien et se dirige vers le col. On se rappelle, le col de la fibula. À ce niveau, le nerf donne naissance à deux nerfs cutanés qui descendent dans la jambe. Le rameau communicant sural, qui rejoint la branche surale du nerf tibial et contribue à l'innervation des teguments de la partie inférieure et de la face postérieure latérale de la jambe. Le nerf cutané sural latéral qui innerve la peau de la partie supérieure. Le nerf fibulaire commun continue son chemin autour du col de la fibula dans le compartiment latéral en passant entre les insertions du long fibulaire à la tête et à la diaphyse de la fibula. À ce niveau, le nerf fibulaire commun se divise en ces deux rameaux, entre entre ces deux rameaux terminaux, le nerf fibulaire superficiel et le nerf fibulaire profond. Le nerf fibulaire superficiel descend dans le compartiment latéral et innerve les muscles longs et courts fibulaires. Il traverse ensuite le fascia profond à la partie basse de la jambe et entre dans le pied où il se divise dans ces deux rameaux latéral et médial qui assurent l'innervation dorsale du pied et des orteils. Okay, à l'exception de l'espace de la luxe et du deuxième orteil qui est innervé par le nerf fibulaire profond. Le côté latéral, ça c'est pas tellement important, mais je le dis quand même, le côté latéral du petit orteil qui est innervé par le nerf fibulaire sural tibial est formé à partir du nerf tibial par le nerf cutané sural médial et du nerf fibulaire par le nerf cutané sural latéral et le rameau communicant. Bon, ça, si vous voulez retenir, il n'y a pas de problème. OK? Le nerf fibulaire profond passe antéro-médialement à travers le septum intermusculaire dans le compartiment dans le compartiment antérieur de la jambe qui l'innerve. Donc, le nerf fibulaire profond va innerver, OK, le compartiment antérieur de la jambe, de la jambe, tandis que le nerf fibulaire superficiel va innerver les muscles de la loge latérale ou fibulaire de la jambe. Donc, on va retrouver le nerf fibulaire profond lorsqu'on va voir le compartiment antérieur. Nous avons tous les muscles là. Ainsi, vous voyez que le long fibulaire, le long fibulaire et le court fibulaire sont tous innervés par le nerf fibulaire superficiel et sont responsables de l'éversion du pied et maintien des arches du pied. On continue. Maintenant, le compartiment antérieur. On sait déjà que le compartiment antérieur, il est irrigué par l'artère tibiale antérieure qui va passer par le petit orifice, tout petit, qui se trouve au niveau de la membrane interosseuse qu'on a vu de la jambe. Et on sait, on vient de le voir, qu'ils vont être, que les muscles, au moins une partie, on va voir c'est une partie de la totalité, qui vont être innervés par le nerf fibulaire profond. Okay? Donc, on sait un tas de choses. OK? Compartiment antérieur de la jambe. Les muscles. Quatre muscles sont situés dans le compartiment antérieur de la jambe. Le muscle tibial antérieur pour le pied, le muscle long extenseur de l'hallux, OK, pour le gros orteil, l'hallux, le muscle extenseur des orteils pour les quatre derniers orteils et le troisième fibulaire. OK. Ces muscles assurent ensemble la flexion dorsale du pied et l'extension des orteils. Donc, on va griller les orteils. Ils sont tous innervés par le nerf fibulaire profond qu'on vient de voir et le rameau fibulaire commun, rameau du nerf fibulaire commun. OK? Donc, c'est ce nerf-là, OK? C'est ces muscles-là qui vont être responsables. C'est grâce à eux qu'on peut marcher sur les talons. Donc, compartiment postérieur vous permet de marcher sur la pointe des pieds. OK? Compartiment antérieur vous permet de marcher sur les talons. Donc, nous avons le fameux muscle tibial antérieur, qui est le plus antérieur et le plus médial des muscles du compartiment antérieur de la jambe.
Il prend ses origines sur les deux tiers supérieurs de la face antérieure de la diaphyse du tibia et sur la face voisine de la membrane interosseuse. Il s'insère aussi sur le fascia profond. Les fibres musculaires du tibia antérieur convergent dans le tiers inférieur de la jambe pour former un tendon qui descend vers le bord médial du pied. Il se fixe sur les faces médiales et inférieures de l'un des os du torse, le cunéiforme médial, et sur les parties adjacentes du premier métatartien qui correspond à l'hallux. Le tibia à l'intérieur assure la dorsiflexion du pied au niveau de la cheville et porte le pied en inversion. C'est le contraire, c'est en dedans. Il porte le pied en inversion au niveau des articulations intertarsiennes. Durant la marche, il assure le soutien dynamique de l'arche plantaire. Encore une fois, un autre muscle pour l'arche plantaire, de l'arche plantaire médiale du pied. Le tibia à l'intérieur est innervé par le nerf fibulaire profond. Ensuite, on a pour le gros orteil le long extenseur de l'hallux, c'est voisin au muscle tibial antérieur, qui le recouvre en partie. Il naît de la partie moyenne de la surface médiale de la fibula et de la membrane interosseuse voisine. Le tendon du muscle long extenseur de l'hallux émerge entre les tendons du muscle tibial antérieur et du muscle long extenseur des orteils à la moitié inférieure de la jambe, puis se dirige vers le pied. Oh, 1h34 déjà. Hein. Il chemine à la partie médiale du dos du pied jusqu'à l'hallux où il s'insère sur le bord médial de la face dorsale de la phalange distale. Le tendon du long extenseur de l'hallux étend, ok, donc extenseur, étend l'hallux, ok. Et croissant la face antérieure de la cheville, il assure aussi la dorsiflexion du pied et de la cheville. Comme tous les muscles du compartiment antérieur de la jambe, le long extenseur de l'hallux est innervé par le nerf fibulaire profond. Le long extenseur des orteils, le muscle long extenseur des orteils est le plus postérieur et latéral des muscles du compartiment antérieur de la jambe. Il s'attache principalement sur la moitié supérieure de la surface médiale de la fibula, en dehors et au-dessus de l'origine du long extenseur de l'hallux et plus haut sur le condyle tibial latéral. Comme le muscle tibial antérieur, il a des attaches sur le fascia profond. Le muscle extenseur des orteils descend pour former un tendon dirigé sur la face dorsale du pied, où il se divise en 4 tendons sessés à la face dorsale de la base des phalanges moyennes et distales des 4 orteils latéraux. Ok, qui permet de griller les orteils. Le long extenseur des orteils étend les orteils et fléchit dorsalement le pied au niveau de la cheville. Il est innervé par le nerf fibulaire profond. Et en fait, quand le troisième fibulaire est normalement considéré comme une partie du long extenseur des orteils, le muscle troisième fibulaire naît de la face médiale de la fibula immédiatement au-dessous de l'origine du long extenseur des orteils. Les deux muscles sont intimement intriqués. Le tendon du troisième fibulaire descend sur le pied avec le tendon du long extenseur des orteils. Sur le dos du pied, il s'écarte latéralement pour aller s'insérer sur la surface dorso-médiale de la base du cinquième métatarsien en continuité avec le petit orteil. On se rappelle que on le considère comme faisant partie du muscle fléchisseur des orteils, ok? Pardon, du muscle extenseur des orteils, ok? Le troisième fibulaire participe à la dorsiflexion et peut-être aussi à l'éversion. Et peut-être, on ne sait pas, on suppose, vu ses attaches. OK? Et peut-être aussi à l'éversion du pied. Il est innervé par le nerf fibulaire profond. Artère. Donc, l'artère tibiale antérieure, on se rappelle, elle sortait de postérieur, elle passait par le petit perthuis qu'on retrouve, la petite ouverture qu'on retrouve au niveau de la membrane interosseuse. Donc, en haut, l'artère tibiale antérieure. L'artère du compartiment antérieur de la jambe et l'artère tibiale antérieure, qui naît de l'artère poplitée dans le compartiment postérieur de la jambe. Elle passe en avant dans le compartiment antérieur à travers l'orifice supérieur de la membrane interosseuse. Donc, tout ça, on le sait déjà. L'artère tibiale antérieure descend dans le compartiment antérieur sur la membrane interosseuse. C'est l'une des structures qui ne passe pas dans le canal tarsien. Dans la partie distale de la jambe, elle est située entre les tendons des muscles tibial antérieur et long extenseur de la lance. Elle quitte la jambe en passant en avant de l'extrémité distale du tibia et croise la cheville.
elle devient artère dorsale du pied et à ce moment-là, on peut prendre son pouls. Donc, elle devient l'artère dorsale du pied sur le dos du pied, OK? Près de son origine. L'artère donne une branche récurrente qui s'anastomose avec le réseau périarticulaire du genou. Ça, on n'a pas de problème avec ça. Au cours de son trajet, l'artère fournit de nombreuses branches aux muscles voisins et est rejointe près de la cheville, on se rappelle, tout au bas, par la branche perforante de l'artère fibulaire qui passe en avant à travers un l'orifice inférieur de la membrane interosseuse venant du compartiment postérieur de la jambe. On se rappelle de ça. Près de sa terminaison, l'artère donne une artère malléolaire antérieure et médiale et une artère malléolaire antérieure et latérale qui passe en arrière et en contourne les extrémités du tibia et de la fibula respectivement. Ça s'oppose avec les vaisseaux venus de l'artère tibiale, les artères tibiales et fibulaires pour former le réseau anastomotique périarticulaire de la cheville. Les veines maintenant, les veines profondes sont satellites des artères. Et le nerf, maintenant, innervation, on a presque fini. J'espère que tout le monde n'est pas en train de dormir. Le nerf fibulaire profond, le nerf du compartiment antérieur de la jambe et le nerf fibulaire profond, ce rameau terminal du nerf fibulaire commun naît dans le compartiment latéral de la jambe. OK? Le nerf fibulaire profond passe en avant et médialement en traversant le symptôme intermusculaire qui sépare les compartiments latéral et antérieur de la jambe. Il passe en arrière du long extenseur des orteils et atteint la face antérieure de la membrane interosseuse où il rencontre l'artère tibiale antérieure qui l'accompagne. Le nerf fibulaire profond va donc innerver tous les muscles du compartiment antérieur, puis continue sur le dos du pied où il innerve le cou extenseur des orteils et contribue à l'innervation des deux premiers muscles interosseux dorsaux. Il innerve aussi les téguments de la peau entre la luxe et le deuxième orteil. Et la dernière diapo qui va parler du stépage. Donc, stépage au pied tombant se traduit par la perte de la flexion dorsale active du pied. OK? Ainsi, la personne ne peut plus marcher sur ses talons. OK? Donc, pour éviter que le pied tombe en accroche le sol, le patient doit lever anormalement haut le genou lors de la phase oscillante. C'est le stépage. La reprise de l'appui se fait avec un claquement dû à l'absence du contrôle musculaire du pied. Il n'est pas rare que l'autre pied, exempt de paralysie, développe un type de marche caractéristique sur la pointe du pied, OK, au temps de l'appui. Une cause typique pour un pied tombant est la lésion du nerf fibulaire commun. D'autres causes sont possibles au niveau un petit peu plus haut, au niveau de la racine de L5, au cours d'une production de l'ordre du hernie discale et plus rarement les lésions plus hautes au niveau de la moelle spinale et du cerveau. Donc voilà. Donc on a vu les causes du stépage, la complexité des nerfs, de l'innervation, de la vascularisation vient du fait que tout passe par le creux poplité et va donc sortir de l'arrière pour irriguer ou innerver l'avant, OK, sortir de l'arrière pour aller sur la loge latérale. Et c'est pour cela que, OK, vous avez le nerf fibulaire profond qui va innerver les muscles antérieurs de la jambe. OK? Et que l'artère tibiale antérieure sort d'une structure postérieure. Donc, j'espère que tout le monde ne dort pas. On a fini. Enfin, OK? Et donc, on se verra soit, bon, ça dépend de la situation du pays. Donc, on se reverra pour la cheville et le pied. Au revoir, tout le monde. Est-ce que vous avez des questions?